là. En fait, sans cette éducation un peu inhabituelle pour penser out of the box, j'aurais jamais fait des choix très très différents dans tous les choix, que ce soit sportif, mais même d'entreprise, même pour trouver des solutions. Et donc ça, je le dois vraiment à mes parents. Ouais. Mais c'est dur parce que la plupart des gens n'ont pas cette chance-là. Ils ont une éducation classique et donc du coup, est-ce qu'ils sont condamnés à l'avance? C'est une question qu'on va pouvoir se poser, quoi. Non, parce que si ta substance même en tant que champion, sport extrême, battant comme tout, vient d'une éducation qui n'est pas l'éducation que tout le monde prend, bah quelque part t'es un super-héros dès le départ, tu vois. Oui, sauf que je comprends ce que tu dis, mais sauf que on a tous comment dire, un bagage à la base avec des peurs intérieures, positifs, négatifs, etc. Par contre, on a tous une conscience à s'auto-analyser en quelque sorte et analyser ses peurs et essayer de voir comment on peut progresser dans sa vie en général. Et finalement, l'éducation que j'ai eue pouvait être peut-être un handicap au départ parce que j'avais aucune expérience dans le business, etc. Ouais. Donc je me suis forcé, parce que justement j'avais rien sur un plateau, à apprendre. Alors les gens qui ont eu cette éducation un petit peu restrictive depuis un jeune âge, s'ils prennent conscience que c'est leur boulet en quelque sorte et que c'est leur défaut, à eux justement de se faire violence et se challenger et essayer de changer ça. Comme moi, je n'avais rien sur un plateau et je me suis fait violence à essayer d'apprendre d'autres métiers et d'autres domaines. Mais tu t'es pas tapé une enfance et une adolescence, les fesses sur une chaise 8 heures par jour, à apprendre du sinus et du cosinus. Salut les amis. Salut. Voilà, ils arrivent doucement. Vous partagez les amis, on est avec Taïk Chris, qui est l'un des plus grands champions de sport extrême, hein, vraiment multi-champion. Quelques années quand même. Non, tu me dis même que tu veux t'y remettre et tout. On va parler de la vie, on va parler de l'essentiel de la vie, de ce qui nous porte, de ce qui nous meut, de ce qui est le nerf de la vie, c'est-à-dire nos rêves, réaliser nos rêves, aller au bout de nos rêves. Et pour ça, je suis sûr que vous avez plein d'amis qui sont concernés. Donc vous n'hésitez pas, ce live, vous le partagez sur vos groupes. Tu peux même le partager, tu vas sur Facebook, sur ma page. Voilà, comme ça tes amis arrivent. Donc sur vos groupes, sur vos pages, partout, vous envoyez ce live. Comme ça, on va pouvoir discuter avec Taïk Chris, philosopher ensemble, comme on a l'habitude de faire sur cette page de Philo Live. Et puis, on va pouvoir aussi dialoguer à 3 voix. Il y a même un bonjour de Hanoï là, tu vois, donc ça va jusqu'au Vietnam. Salut A. Et donc on partage abondamment, mes amis, et on était en pleine discussion. Moi aussi je vais partager. Donc les questions, pourquoi j'ai sollicité Taïk Chris? Alors on s'est rencontrés dans une magnifique soirée au CJD Angers. D'ailleurs salut les amis du CJD. C'était vraiment une belle soirée. On était assez complémentaires, je trouve. Toi tu retraçais ton parcours de champion et puis après d'entrepreneur, parce qu'on va aussi en parler. Au bout de ses rêves, c'est pas que les rêves de sport et d'exploit, c'est aussi les rêves d'entreprendre sa vie. Et puis ce regard que tu as m'a beaucoup touché. C'est pour ça que j'ai voulu t'inviter. Et puis tu as répondu spontanément, donc merci infiniment. Parce que tu as un emploi du temps absolument de ministre entre l'Estonie, la France et le monde entier. Et donc voilà, on va en profiter. Je compte sur votre participation active. Vous posez des questions, faites des remarques, amenez vos amis, on partage abondamment. Et première chose, d'abord il faut qu'on te présente, parce qu'il y en a qui ne te connaissent pas aussi sur ma page en tout cas. Qui se connaissent plus la philo et les livres que le roller. Donc, c'est ça. Donc d'abord, moi quand on pense roller, on pense les gens qui traversent la ville avec leur petit roller. C'est pas du tout ça. Alors, c'est pas du tout ça. Ce que j'ai fait, c'est ce qu'on appelle du roller acrobatique, donc sur les rampes, sur les grands U en bois. Et donc j'ai fait des compétitions pendant 20 ans. Je faisais des compétitions aux États-Unis. J'ai eu la chance d'aller loin dans ce sport en étant plusieurs fois du coup champion du monde. C'était un rêve de gamin, parce que quand j'étais gamin, je voulais faire justement des compétitions de roller acrobatique. Évidemment, j'en ai payé les frais puisque j'ai été opéré partout. Mais ça m'a ouvert tellement de portes, puisque j'ai réussi déjà à en vivre pendant 20 ans, et après à faire des records comme peut-être le saut de la Tour Eiffel. Il y en a pas mal qui ont vu ce saut-là. Il est sur YouTube. Il est sur YouTube. Taïk Chris, et on tape quoi à côté? Tour Eiffel. Tour Eiffel, voilà. Ou Sacré-Cœur, il y a eu le saut. Il y a eu Sacré-Cœur aussi. Alors c'est quoi le saut de la Tour Eiffel? Ça veut dire quoi? Alors en fait, c'est que ce que j'ai fait, bon, vous avez compris, là, ce que je faisais, c'était sur les rampes. Ouais. Et donc là, j'ai construit. Tu t'envoles en fait. Hein. Voilà, je faisais normalement, c'est sur une rampe, tu fais un saut d'un côté et un saut de l'autre côté. Là, ce que j'ai construit, c'est une demi-rampe. Ouais. Sauf qu'elle faisait
30 mètres de haut, alors que normalement sur les championnats du monde elles font 4 mètres. D'accord. Et j'ai construit ça au pied de la Tour Eiffel. Et donc moi je me suis mis au premier étage de la Tour Eiffel à 40 mètres sur une nacelle devant 100 000 personnes sous cette rampe qui était 10 mètres sous la nacelle. Et donc j'ai fait un saut dans le vide, une chute libre pour tomber sur la rampe 10 mètres plus bas. Voilà. D'accord, c'est un truc Ça, de fou. c'était Moi un j'ai truc vu de les fou, images et vous pourrez les voir, les images. C'est juste hallucinant. Il y a cette idée, philosophiquement, quand on voit ça, on se dit pourquoi il fait ça, c'est quoi qui le meut. Vu que tu es quelqu'un qui est super simple d'abord, super. C'est ça qui m'a aussi beaucoup charmé chez ton personnage, enfin chez ce que tu es. C'est-à-dire qu'on n'a pas de. Il n'y a pas de narcissisme, quoi. Il n'y a pas de. Alors, donc, si c'est pas ça le moteur, faire des exploits comme ça, c'est quoi Qu'est-ce qu'est le moteur? Bon, chaque personnage est quand même évidemment assez complexe. On a tous. Bien sûr. Moi, je le vois comme des pages d'un livre qu'on tourne. Alors, quand on grandit, quand on se construit, on a envie déjà de se prouver un petit peu qu'on est capable. On a envie peut-être de combler un petit peu justement le côté égo, le côté un petit peu notoriété. En tout cas, c'est ce que j'avais, ou en tout cas aller devenir champion. J'avais un peu cette soif-là, mais je le voyais. C'était pas un aboutissement en soi. C'était vraiment une page de tournée et j'avais besoin à chaque fois de tourner une page pour aller à la page d'après. Donc tout ce que j'ai essayé de faire dans ma vie, c'est vraiment essayer de m'épanouir d'abord dans mon rêve de toujours qui était de faire du roller et après d'aller au bout de ce rêve, c'est-à-dire essayer de faire des figures incroyables, devenir champion du monde. Et après, quand on a travaillé pendant des milliers d'heures tout seul, un peu sur une autoroute, c'était à Maison-Alfort à l'époque, c'est clair qu'on est fier de pouvoir le montrer et d'avoir une reconnaissance et en quelque sorte un peu l'amour du public. Mais cette reconnaissance a de valeur que s'il y a un vrai travail derrière. Une reconnaissance pour rien avoir fait, ça sert à rien, quoi. Donc c'était vraiment, j'avais besoin d'avoir la récompense des années de galère que j'ai fournies parce que c'était c'était ma bataille. Et voilà, et après, après. Et dans ce truc-là, une fois que tu l'obtiens, est-ce qu'on est addict à ça? Est-ce qu'on en veut toujours plus? Alors, non, en fait, moi, non, vraiment, on n'est pas addict à ça. On a envie, en tout cas, on se met un nouveau rêve. Moi, c'était aussi bien dans le sport que dans le monde de l'entreprise ou de la télé ou de challenge en général. Ouais. Et les records que j'ai faits, c'était également, je m'étais rendu compte que être champion du monde, c'était génial parce que c'était un rêve de gamin, mais n'empêche qu'il y avait une limite, ça ne me permettait pas de démocratiser mon sport auprès du grand public, de démocratiser mon image et juste le kiff de se dire je vais sauter de la Tour Eiffel en roller, ça c'était incroyable. Donc par exemple, maintenant ça fait quelques années que je ne suis plus du tout dans la notoriété puisque je fais plus de télé, etc. J'ai même refusé beaucoup d'émissions télé dernièrement, etc. Mais ça me dérange en rien parce que ce qui compte, c'est d'avoir un challenge. Je suis plus challenger, on va dire, que sportif. Je rêve d'un truc incroyable et je me bats pour l'obtenir. Ouais. Alors c'est vraiment ça le parcours et je pense que là vous êtes nombreux. Il y a un skater qui est à l'écoute. Salut Stéphanie. Je pense que tu fais allusion à ton ado ou ton grand-fils. Soif de se dépasser, dit Corinne. Cette soif-là, c'est une soif qui porte un nom en philosophie, ça s'appelle l'ambition. Ouais. L'ambition au sens noble. Ouais. Puisque l'ego n'est pas là, on ne parle pas de l'ambition démonstrative, dont le but est de démontrer qu'on est le meilleur, c'est pas que ça. Ouais. C'est l'ambition expressive. Exprimer face à des challenges, exprimer son potentiel. Exprimer ce que l'on peut. Je dirais même que c'est la création. En fait, ce qui est plus important, je pense, que d'exprimer une ambition ou de montrer ou quoi que ce soit, c'est de rêver une création, quelle qu'elle soit, et d'arriver à la rendre réelle. Et ça, c'est que ce soit aussi bien une création d'une figure ou d'un rêve de champion ou de la création d'un produit. Par exemple, j'avais pendant un moment, j'ai fabriqué des gammes de papeterie scolaire pour les enfants. Et donc, je faisais les designs moi-même à l'image de Tony Parker, Matt Pokora, etc. Et d'aller en magasin et voir les agendas à M. Pokora ou Tony Parker ou les miens, c'était un aboutissement. Pourtant, c'est qu'un agenda en papier. Mais c'était vraiment quelque chose que j'ai rêvé et que j'ai créé. Et donc j'ai essayé toujours dans ma vie de me rattacher des nouveaux rêves et me battre pour essayer de les créer. Ça, c'est ce moteur-là, je pense qu'on est nombreux à partager cette idée-là. On nous éduque avec cette idée
que la vie, c'est réaliser ses rêves, que le sens de la vie, c'est réaliser ses rêves. Oui. Sartre disait qu'on est projet, on se définit par le projet que l'on est. C'est-à-dire que quand il dit l'existence précède l'essence, c'est-à-dire qu'avant même notre essence, je suis un tel dans un corps et dans une fatalité génétique, j'ai d'abord une existence. Et l'existence précède l'essence. L'essence L', ça veut dire qu'on est d'abord notre existence, on est d'abord ce que l'on fait de notre vie, on est d'abord notre projet. Donc tu es très sartrien finalement. On a besoin, tu as tout à fait raison, c'est-à-dire qu'on a besoin, je pense, de ça pour vraiment se sentir exister et savoir pourquoi on a une place dans ce monde. Parce que si on n'a pas de rêve ou de projet, pourquoi, en quelque sorte, pourquoi on est là? Mais ça peut être tout type de projet. Projet de transmettre, un rêve de transmettre et d'aider les autres, ou d'avoir des enfants et les aider à les éduquer, voilà, et tout ça. Donc tout ça, c'est des rêves. Il y a une question que j'aimerais creuser, il y a deux questions en fait que j'aimerais creuser, et puis je compte sur votre participation, mes amis, pour poser des questions à Taïg, discuter ensemble. Allez-y, il y a déjà Liliane qui nous dit la notion d'aboutissement est essentielle. Voilà, il y en a qui nous... Merci Hubert, tu nous mets sûrement le lien des exploits de Taïg avec le YouTube, j'imagine. Donc merci, on se dépasse tout le temps, super. Voilà, vous commencez à discuter, n'hésitez pas, c'est une plateforme où on discute, donc on philosophe à trois. Alors, à trois voix. Donc, deux questions qui me semblent essentielles. D'abord, est-ce que tu penses que on peut dépasser ce qui bloque ce goût de ce dépassement? C'est-à-dire qu'il y a plein d'individus qui sont dans des complexes d'échec, qui sont dans une sorte de fatalité, où ils ont l'impression que leur rêve de gosse, ils doivent faire une croix dessus, parce que la vie dans sa platitude, la vie dans son surendettement, la vie dans ses petites galères routinières, quotidiennes, la vie dans le manque d'énergie, parce que tu débordes d'énergie, mais c'est pas le cas de tout le monde, dans son stress, dans ses dépressions, dans son malheur, ce qu'on dit en philosophie, dans son négatif, le négatif en philo, et bien nous empêche ce dépassement-là. Donc j'aimerais vraiment qu'on essaie de voir comment faire quand on a l'impression qu'on a un potentiel mais qu'on ne pourra jamais le réaliser, quand on commence à renoncer à ses rêves, plutôt qu'une sorte de volontarisme un peu à la Macron, en disant si on veut, on peut, tu vois, ce truc un peu entrepreneurial. Attends, juste, je pose les deux questions. Ça, à mon avis, c'est une grande question. C'est-à-dire, ceux qui sont déprimés, ceux qui se disent j'y arriverai jamais, à part un côté volontaire, évidemment, tu es une figure exemplaire donc tu peux les booster, est-ce qu'il y a des trucs, des trouvailles pour commencer à reprendre espoir dans l'idée de réaliser ses rêves? Et la deuxième question, c'est la société dans laquelle on vit, qui est une société quand même qui challenge beaucoup. C'est une société qui nous dit tu peux y arriver, évidemment c'est moyennant les produits de consommation, moyennant les technologies de consommation, mais on a une société qui nous challenge et qui nous dit qu'il faut être dans la performance totale. Est-ce que se dépasser ne passerait pas non pas par une performance mais par un art? Est-ce qu'il n'y a pas un art de vivre au sens fort? Et est-ce que ce n'est pas une question, non pas de méthode, presque de calcul froid, mais est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'artistique, quand tu disais création? Est-ce que le dépassement relève d'une méthodologie qu'on applique ou d'un art de vivre? Voilà les deux questions qu'on va creuser ensemble. Difficile à répondre. En tout cas, je pense, en ce qui me concerne, je le vois presque plus comme une méthodologie qui découle d'une vision, finalement. C'est-à-dire... En gros, tous les rêves, évidemment, sont durs à obtenir parce qu'on n'obtient pas un rêve incroyable. Comme je dis toujours, on ne peut pas toucher les étoiles sans faire la longue route pour y arriver. Et durant cette longue route, il y a tellement de doutes qui sont là et des moments où on se dit on n'y arrivera jamais, etc. Ce que j'ai appris, et ça c'est vraiment l'expérience des années, qu'en réalité... ça ne sert à rien de se poser toutes les questions si on va y arriver ou pas. Parce que toutes les questions qu'on peut se poser, ce sont que des parasites qui vont justement essayer de nous faire marcher à reculons sur cette route et nous dire, ben non, finalement, nous décourager sur la route. En réalité, il n'y a que celui qui abandonne jamais qui ne peut pas perdre. La réalisation d'un rêve, on ne connaît jamais la distance qu'il faut pour y arriver parce qu'on ne connaît jamais la difficulté du rêve. Et donc, les gens ont tendance à souvent se démoraliser ou se dire qu'ils y arriveront jamais. Souvent pour deux raisons, c'est parce qu'ils essayent d'estimer la distance pour arriver à ce rêve et ils ne peuvent jamais l'estimer réellement. Peut-être il faut 10 ans, peut-être il faut 20 ans, peut-être il faut 2 ans. Et c'est la vie. Par exemple, le mec, je me rappelle, qui a fait le film La La Land, qui est un film que j'adore, il a dit que lui, il a eu 6 ans pour faire ce film. Donc,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce mec-là, dans sa chambre, un jour, il s'est dit « je rêve de La La Land », et ben, au moment où il a eu ce rêve, il y a eu 6 ans pour y arriver. Et c'est comme ça sur tous les projets. Moi, j'ai eu ce rêve de gamin de devenir champion. J'ai eu ce rêve vers 10 ans, 15 ans, je veux dire vers 10 ans. Ben, j'ai commencé à devenir champion 10 ans après. Donc, voilà, il faut pas se mettre ses parasites. Par contre, il faut continuer à rêver. Parce que quand on a cette longue route à faire, puisqu'elle est tellement difficile et longue, que le seul moyen d'avancer dans la brume, parce qu'en réalité c'est dans la brume qu'on avance, ça en fait un pied devant l'autre, et on tâtonne. Voilà, on tâtonne et on ne sait pas, et on dit on n'y arrivera pas, ça va être dur, c'est-à-dire qu'il y a plein de parasites au fur et à mesure de cette route, donc il faut oublier les parasites et se concentrer uniquement sur le rêve au loin, c'est-à-dire oui, j'y arriverai, oui, je toucherai cette étoile que je rêve de toucher, et uniquement se concentrer à mettre un pied devant l'autre au jour le jour. Moi, c'est pour ça que je dis que c'est une philosophie, mais basée sur une méthodologie très précise. Moi, ce que je fais, c'est que je me lève le matin, je n'imagine jamais les problèmes à plus d'une journée. Jamais. Donc, je ne pourrais jamais être démoralisé. Parce que aujourd'hui, je fais quoi? Aujourd'hui, c'est quoi le but? Exactement. Je me lève le matin. Ce qui est important, c'est que je sois dans un sort de côté maniaque à abattre le maximum de problèmes dans la journée. Et tous les jours, c'est en fait un nouveau départ. J'abats le maximum de problèmes au maximum, toujours avec le rêve au loin de l'étoile à atteindre. Et donc, il ne faut pas se leurrer. Si on a envie d'atteindre le rêve, puisqu'il y a beaucoup de gens qui rêvent et il n'y en a que quelques-uns qui se réalisent, c'est la montagne de travail qu'il faut pour y arriver. Et donc, le meilleur moyen, c'est voilà, d'abattre. Je me rappelle quand je faisais mon sport, il me fallait à peu près 2000 essais, donc 2000 chutes, avant de réussir la première fois. Une figure compliquée. Wow. Et donc 2000 chutes, c'était comme des gammes au piano. J'avais inventé un airbag qui pouvait me faire essayer les figures sans risque. Et vu que c'était des figures quand même dangereuses, j'en faisais entre 20 au minimum à 60 par jour au maximum. Je ne pouvais pas en faire plus de 60 parce que le corps fatigue. Et voilà, donc j'étais plus en moyenne à 40. Donc vous imaginez, quand on en fait 40 par jour, même si on fait 7 jours par semaine, avant d'arriver à 2000, il en faut des essais. Et pendant cette période pour arriver à 2000, il y a eu des dizaines de fois où j'étais là, je me disais, ah mais là, tu fais tes enchaînements pour rien, tu n'arrives pas à comprendre comment tourner la figure, etc. Mais j'ai appris que même dans la brume, si tu continues, il y a un moment, une porte qui va s'ouvrir et tu vas dire, bah tiens, ah ben voilà, il faut faire comme ça. Ce que tu dis, Taïg, là, c'est passionnant, c'est-à-dire que c'est l'entraînement et le côté répétitif. Il ne faut pas avoir peur du côté répétitif. Faut pas avoir peur. Exactement. C'est pas... Ouais. Par contre, le côté répétitif, c'est indispensable, mais constamment, avec une analyse constante de la situation pour challenger ce répétitif et essayer de l'améliorer. Parce que il y a des gens, j'ai croisé des gens qui me disent, bah, attends, moi aussi je travaille 7 heures par jour, etc., mais j'ai pas de résultat. En réalité, c'est que la réussite, c'est un mélange de plein d'éléments. Il y a évidemment, en tout cas pour un sportif, l'entraînement physique, mais il y a également la stratégie mentale, etc. Donc il faut arriver, même pour un acteur, je dirais, quelqu'un qui me dit je fais 5 heures de cours de théâtre tous les jours, mais j'y arrive pas. Oui, sauf que s'il n'a pas fait le travail intérieur, psychologiquement, sur sa personne, pour se connecter avec ses sentiments, eh ben, les 5 heures par jour ne marcheront pas. Donc il y a le travail, en quelque sorte, effectif à faire, mais tu as un travail psychologique tout autant à faire. Et quand je parle de gens qui ont l'impression d'être bloqués, je crois que c'est avant même le travail physique ou répétitif, c'est le travail psychologique. Ah, c'est le travail psychologique. Alors, attends, mais il y a vraiment des... Alors, j'esquisse 2-3 blocages classiques. Je vais en esquisser en tout cas 2. Un des premiers blocages, c'est l'idée qu'on se sent intrus. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas ma place dans ce monde où il y a mon rêve. Mon rêve est dans un monde où je n'ai pas ma place. Alors, quel que soit le rêve... Ça, j'ai du mal à y croire, parce que si tu veux, on est dans un monde tellement mondialisé et cosmopolite aujourd'hui,
C'était peut-être moins le cas il y a 50 ans en arrière, mais aujourd'hui, surtout avec le monde de l'Internet, quelqu'un peut être au fin fond du désert, peut arriver à sortir en faisant quelque chose d'exceptionnel. Mais on ne parle pas du même monde. Quand je dis monde, c'est un univers, par exemple, artistique, ou un univers sportif. Mon rêve est dans un univers, par exemple, artistique, avec, tu sais bien, c'est très sérieux, l'art. On se coopte, c'était une société, tu vois, c'est une société. Il y a ceux qui sont prescripteurs, Et dans cet univers-là de mondanité, tu vois, où on sait parler, on sait créer des liens, on sait aller choper la bonne personne, le charmer en un pitch, tu vois, comme un peu que toi dans l'entreprise, tu étais loin de l'entreprise et tu as dû entrer dans le monde de l'entreprise. Il y a beaucoup de gens qui se disent, je n'ai pas les capacités d'intégrer cet univers-là. Alors, je comprends tout à fait ce point. Ça, c'est un des premiers blocages, je parlerai du deuxième après. En fait, ce point-là rejoint ce que j'ai dit. Je suis un intrus. Voilà. Je comprends tout à fait, mais ce point-là rejoint un peu à ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire que la réussite de n'importe quel projet rassemble, on va dire, plein de choses, comme je disais, psychologiquement, etc. Et donc, il faut arriver à combler. C'est celui qui arrivera à faire un travail suffisamment fort sur lui-même pour arriver à combler tous les manques pour réaliser les rêves. Je vous donne un exemple. Quand j'ai commencé mon sport, moi j'avais moins de sponsors que les footballeurs ou les tennisman évidemment, et donc très vite j'étais un peu complexé parce que je voyais les médias qui en avaient que pour les footballeurs, les sponsors également, donc je n'avais pas d'autre choix que de faire un travail sur moi, qu'essayer de comprendre comment le monde des interviews fonctionne, visionner les interviews que je faisais continuellement, essayer de m'améliorer, démocratiser mon langage pour parler plus auprès du grand public. De fil en aiguille, je parlais mieux dans les interviews, donc les sponsors étaient plus intéressés. De fil en aiguille, je me suis même amélioré et donc je me suis retrouvé carrément présentateur télé. Donc ce que je voulais dire, c'est que là, réussir un rêve, par exemple, moi c'était mon rêve de sportif, le côté fort en sport représentait une partie de la totalité du rêve. Il fallait être fort en communication, fort en image, fort en dialogue, fort en stratégie. Jusqu'en fort en Photoshop. Voilà, également fort en Photoshop, vu que même je faisais au début, c'est vrai, mes dossiers de presse comme ça. Donc tout seul. Je vous donne à l'hôpital, tu profitais de tes séjours hospitaliers pour te former à Photoshop. Toujours. C'est génial parce que, non, c'est une belle métaphore. Le séjour hospitalier, donc tu te fracasses un genou, une jambe, donc tu es à l'hôpital. C'est normalement un échec, c'est le lieu de l'échec pour le sportif. Et tu utilises cette période d'hospitalisation pour te dire, je vais me former à Photoshop, je vais répondre à des appels à projets, je vais rêver encore plus grand, encore plus fort. En fait, c'est même pas que je vais rêver encore plus grand, encore plus fort, c'est que quand on est au pied du mur et que sa vie, en quelque sorte, s'effondre un petit peu, sur le sport acrobatique en tout cas, c'est un peu extrême parce que on a des rêves, on se dit, on se prépare au championnat du monde, etc. Et d'un coup, on se casse la jambe. Et donc d'un coup, tout ce qu'on avait prévu un an avant, on a un programme, des compétitions, des démonstrations, tout s'effondre et on se retrouve seul sur ce lit d'hôpital avec un an devant soi. Donc c'est un peu violent. Et quand on se retrouve dans des moments comme ça, c'est là où c'est vrai que on a tendance à déprimer énormément. Et le seul moyen, à chaque fois que j'étais au fond du gouffre ou que j'avais, on va dire, beaucoup de déprime, c'est qu'il a fallu que je trouve un nouveau rêve pour me rattacher. Tant qu'on a un rêve dans la vie, j'espère que je ne serai jamais paralysé, je touche du bois que ça ne m'arrive pas, mais je pense que ceux qui ont eu ce malheur-là, il y a deux façons d'être dans une situation vraiment extrême. C'est soit tu restes au pied du mur à pleurer indéfiniment, soit tu te rattaches à un nouveau rêve, et c'est ça qui te permet d'avancer. Donc finalement, sur ce lit d'hôpital, je m'étais lancé de faire des gammes de papeterie scolaire pour les enfants, donc créer une société là-dessus, et c'est pour ça qu'il fallait que j'apprenne Photoshop, et après, voilà, c'est bon, je pensais. Tu t'es pas dit, mon Dieu, je connais rien en Photoshop, faut que je trouve quelqu'un qui va m'aider parce que je suis nul. Non, tu le fais. C'est-à-dire qu'il y a un des internautes, là, un des indisciplinés, c'est comme ça que je les appelle, qui a dit, en fait, il n'y a pas de to-do list, il y a do, quoi. En fait, il y a faire, quoi. Oui, il y a aussi, chaque jour. Il y a faire, et c'est surtout que c'est tellement frustrant d'être dépendant des autres. C'est-à-dire que tu as envie de créer quoi que ce soit, et tu es dépendant de tel. Et je le vois souvent sur des acteurs ou des actrices qui sont là à attendre en quelque sorte les rôles, et qui sont là à essayer de trouver le bon agent qui va les prendre et qui va les mettre sur les castings, etc. Et à chaque fois, ce que je leur dis, mais vous ne comprenez pas qu'il faut renverser le rapport de force. Et quand je dis renverser le rapport de force, c'est-à-dire que apprendre
d'autres métiers, mais ça va de toutes les façons rajouter du savoir dans sa marmite et ça va même les aider en tant que comédien. C'est-à-dire que par exemple, je vous donne un petit parallèle avec les réalisateurs, les producteurs, les actrices. Quand on est un producteur de talent ou un grand réalisateur, toute la journée, on va rencontrer des jeunes et des jeunes garçons ou des jeunes filles qui vont me dire ah ben, je suis acteur et qui vont en quelque sorte espérer que ce réalisateur ou ce producteur va lui donner un rôle. En tant que réalisateur ou producteur, évidemment, on voit tous ces acteurs. Pourquoi on va choisir telle personne ou telle personne? Pour nous, ils sont tous égaux, à moins qu'on les ait vus, mais ce n'est pas en les croisant autour d'un cocktail. Donc la meilleure façon pour renverser le rapport de force, c'est d'écrire un scénario, s'entourer avec une équipe de jeunes, de talents, chefs opérateurs, scénaristes ou quoi que ce soit, et monter sa petite équipe et faire un court-métrage. Et quand on arrive avec ce court-métrage à la clé et un scénario qu'on a directement écrit soi-même en tant qu'acteur, le rapport de force avec le producteur ou le réalisateur est totalement différent. Le mec va nous considérer 1000 fois. Donc, toujours proactif et augmenter son savoir, parce que de toutes les façons, un acteur qui va apprendre à écrire des scénarios, évidemment, ça va l'aider dans son acting, puisqu'il sera meilleur dans son acting, puisqu'il aura compris comment un personnage est construit, etc. Et une vision plus globale de son art. Ce que tu dis, ça me rappelle Matt Damon dans Will Hunting. Matt Damon avait toujours des petits rôles, et à un moment, il en avait ras-le-bol, on lui proposait pas des rôles à la mesure de son jeu d'acteur. Et il s'est dit, bah écoute, je vais écrire ce scénario magnifique, je ne sais pas si vous connaissez ce scénario avec Robin Williams. Donc voilà, et il écrit Will Hunting et ça le révèle aux yeux du monde. C'est-à-dire que lui-même il s'est dit je vais devenir scénariste, il y en a marre. Une anecdote identique à celle-là, c'est celle de Sylvester Stallone dans le film Rocky. Très très brièvement, mais en gros, Rocky essayé d'être acteur et tout le monde lui dit tu ne seras jamais acteur. T'as une tête... Stallone. Et du coup, il lui disait, ouais, t'as une tête, ça ne fonctionnera jamais. Il voit un jour un match de boxe avec Mohamed Ali, et donc il écrit la nuit un scénario. Il croise un producteur quelques semaines après. Il lui dit, en discutant, il dit, j'ai écrit un scénario. Le producteur lui dit, j'aimerais bien le voir. Il lui envoie le scénario. Le producteur dit, génial, je te l'achète. Alors Stallone lui dit, oui, mais c'est moi l'acteur. Il dit, mais non, toi t'es pas acteur, t'es scénariste maintenant. Alors le producteur lui dit, je te donne $10 000. Alors il faut le rappeler, Stallone n'avait pas, n'avait pas de chauffage, il n'avait pas de quoi manger. La dèche totale. On trouve dans le scénario d'ailleurs. Voilà. Et il refuse les $10 000, c'était en 75. Hein. Il refuse après $30 000, $50 000, $100 000. $200 000, je crois que ça monte jusqu'à $250 000. Toute sa famille, sa femme et ado lui dit t'es complètement fou parce qu'à l'époque c'est être riche jusqu'à la fin des temps, autant d'argent. Et Stallone a dit non, c'est moi qui ai ce rôle et je pourrais m'en vouloir toute la vie, mais si je donne ce rêve que j'ai écrit et que le film se fait et que ça devienne un succès, je me jetterai sous un train. Et donc il a refusé et il a eu le rôle. Et c'est devenu Stallone, sinon on ne l'aurait jamais connu. Oui, bien sûr. Donc ça c'est intéressant. Alors, pour ceux qui se sentent pas légitimes, je crois vraiment qu'il y a aussi un... Parce que là tu parles du rêve comme si le rêve était aller de soi. Tu dis on a des rêves. Mais il y en a qui, parce qu'ils ne se sentent pas légitimes dans tel et tel domaine qui pourtant fait vibrer leur cœur, s'empêchent de rêver. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas le rêve. À peine le rêve est là, qu'ils disent non, c'est pas pour moi, non, je n'y arriverai pas. Et donc il n'y a même pas cette idée d'un rêve que j'essaie d'atteindre. Et donc là, on peut appliquer ce que tu dis, un entraînement et puis développer son savoir pour prolonger son avancée vers le rêve. Mais il y a une interdiction de rêver. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de censure au niveau du rêve. C'est sûr. Alors ça, cette censure, ça vient vraiment de l'éducation. Et ça, c'est vrai que j'ai une chance. Alors, parle-nous un peu de ton éducation. Voilà. On l'évoquait au tout début en discutant. En fait, j'ai une éducation différente parce que mes parents ne m'ont jamais scolarisé. Donc même pas une journée en maternelle, jamais. Et là, tout le monde déprime parce que tout le monde a scolarisé ses gosses. Hein, je veux dire. Alors, ça avait un avantage, un inconvénient. L'avantage, c'est que j'avais beaucoup de liberté pour faire plein d'autres choses. Mais c'est vrai, l'inconvénient, c'est que j'avais justement peut-être moins de bagages dans la vie au départ, mais en tout cas, au-delà de l'éducation, au-delà d'avoir été à l'école ou pas avoir été à l'école, la vraie force que mes parents m'ont transmise, c'est justement de ne pas m'avoir mis des œillères et de barrières. C'est pas question école ou pas école, je pense que ce qui compte, c'est que mes parents m'ont dit, il faut que tu fasses les choses avec passion, et si tu le fais avec passion, tout est possible, travaille à fond et vraiment tout est possible. Et donc, grâce à ça, ils m'ont jamais
comment dire, ils m'ont jamais dit, ah mais ça ne le fais pas, tu peux pas le faire, ça va être dur ou quoi que ce soit. Et ils m'ont jamais poussé pour faire des choses que eux voulaient faire. Ça c'est important aussi, c'est-à-dire que ils m'ont juste dit toujours, tu fais tes propres choix et nous on va te soutenir. Alors j'imagine qu'en disant des phrases comme ça, vous devez, beaucoup de gens, en tout cas qui nous écoutent, se disent, ah ben oui mais moi mes parents c'était pas ça, moi ou mes amis, dès que je disais à mes amis j'ai envie de créer un projet, tout de suite j'avais une armée d'amis qui me disaient ah mais laisse tomber, tu Dream Killer, ouais, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, tu t'y connais pas, t'as pas d'argent, t'es pas du milieu, etc. etc. Ouais. Alors oubliez-les, laissez-les parler. Je vous dis que quand j'étais jeune, vu que j'allais pas à l'école, tous les amis disaient à mes parents vos fils vont être balayeurs de rue. Voilà, c'était la grande phrase. Et donc toute ma jeunesse j'entendais ça, que j'allais être balayeur de rue. Mais le fait que mes parents avaient confiance et que ça ne les inquiétait pas, parce que aussi la valeur n'était pas basée sur l'argent, elle était plus basée sur la culture intérieure. Donc il faut aussi faire un compte-rendu sur qu'est-ce que vous espérez, qu'est-ce que les gens espèrent obtenir. C'est-à-dire que si c'est juste obtenir de la notoriété et de l'argent, c'est déjà le mauvais, c'est un problème. Déjà, c'est la mauvaise façon de démarrer. Quand on crée un projet, c'est toujours la création d'un projet pour ce qu'il est qui compte. Qu'on ait du succès ou pas de question. Si on a envie d'être un chanteur ou quoi que ce soit, même si on chante juste pour ses amis et pour sa famille, c'est déjà extraordinaire. Voilà. Donc, oubliez complètement les dream killers, mais c'est souvent en plus des gens qui n'ont pas réalisé leurs propres rêves. Ils sont méchants, hein, parfois. Ils sont méchants, ben oui, parce que... Ils sont durs, ils frappent là où ça fait mal. Hein, parce que pour eux, c'est que quelqu'un qui arrive, qui va au bout de leur rêve, ça leur envoie une image directe que eux, ils ont renoncé à leur rêve. Donc, franchement... Donc c'est toxique et il faut plutôt s'entourer de gens qui croient. Oui, en fait, il faut... Voilà, c'est même pas... Ils doivent même pas exister. Moi, je veux dire, quand j'ai mon rêve, quel qu'il soit, que ce soit sauter de la Tour Eiffel, monter une multinationale ou quoi que ce soit, je parle avec des gens toute la journée et je ne prends que les points positifs que j'ai besoin pour avancer et les questions que j'ai que je ne connais pas. Des gens qui me disent tu n'y arriveras pas, ça rentre là, ça sort là, je m'en fiche. Parce que il n'y a que personne ne peut savoir si j'y arriverai ou j'y arriverai pas. Il n'y a qu'une chose qui va le dépendre, c'est combien je vais travailler par jour et pendant combien d'années. C'est tout. Ouais. Passionnant, mes amis. On va lire un peu vos réactions. N'hésitez pas à poser plein de questions à Taïg et puis à faire part de vos remarques. Alors, vous êtes nombreux. N'oubliez pas de partager. Vous partagez partout. Continuez de partager tout au long de ce live. J'ai toujours l'image, dit Axel, de cet Australien Andrew McAuley qui a tenté la traversée de la mer de Tasman. La société marchande récupère ces hommes d'exception et les met sur la scène de la société de spectacle. Comment ces champions, comme le nôtre présent avec nous ce soir, considèrent cette intervention du capitalisme qui les exime comme des bêtes de cirque qui les réifient. Est-ce que tu te sens une bête de cirque exploitée par le capitalisme ? Non, pas du tout, parce que... Mais la question est bonne. Ouais, la question, il y a un côté spectacle. Hein, c'est vrai qu'il y a un côté spectacle. Après, il y a, déjà un mélange de plein d'éléments. D'abord, c'est que quand on a eu un rêve et qu'on a galéré et qu'on a fait une longue route pour y arriver, on est déjà fier de pouvoir le partager. Et en plus, on a appris des choses sur cette route que des gens qui n'ont pas fait cette route ne connaissent pas, et donc on peut partager ces éléments qui peuvent faire rêver d'autres gens. Finalement, oui. Pour avoir droit à la parole et pouvoir partager ça, même si on arrive à changer la vie d'une personne de temps en temps, c'est déjà une Tu as des retours de ça ? Ah, j'ai des retours extraordinaires. C'est motivant ? Ah, bien sûr, c'est motivant parce que il faut trouver toujours dans cette vie une raison de vivre, en quelque sorte. Et les premiers rêves, on va dire, il y a un petit peu un côté égocentrique pour arriver à les réaliser, mais après, si c'est pas justement pour les faire partager et sentir qu'on aide d'autres gens à travers son aventure et ses galères, en quelque sorte, voilà. Et après,
c'est vrai qu'on a tous besoin même de gagner quand même de l'argent. Donc quand il y a des entreprises qui nous demandent d'en parler, c'est quand même difficile de dire non, parce que quand on a passé des années à construire un rêve, ben on n'a peut-être pas gagné spécialement pendant ces années. Après, on a besoin de vivre comme tout le monde. On voit que en plus tu aimes parler de toi. Voilà, ouais, enfin, je veux dire, il n'y a aucun problème. Tu donnes, tu es très généreux. Je t'ai vu en conférence, tu inspires les gens alors qu'ils vont jamais faire de roller, mais en fait tu nous montres comment ta façon de procéder est applicable dans d'autres domaines. Exactement. C'est ce qu'on voit ce soir aussi, j'imagine aussi. Voilà, et après le monde capitalisme dans lequel on est, il est ce qu'il est. Si des gens veulent changer ce monde, il y a différentes façons pour y arriver, mais la meilleure des façons, c'est ce que souvent les gens ne comprennent pas, c'est que la meilleure façon pour changer, c'est de prendre le pouvoir. Et donc, ce que je veux dire, pour finalement, pour arriver vraiment à changer quelqu'un qui est idéaliste et qui a envie de changer un monde capitaliste, etc., finalement, il faut qu'il ait, lui, la vraie puissance financière pour arriver à se monter, en quelque sorte, des partis politiques indépendants des autres partis politiques, pour avoir une indépendance totale, pour essayer de changer les choses. Sinon, c'est un petit peu une utopie. Voilà Axel, tu vois, il n'y a pas de langue de bois, tu peux continuer de discuter, faire des objections, on les prend toutes, on prend tous vos messages. Corinne te dit, tu es la preuve que les blocages sont dans la tête, ne jamais renoncer malgré les échecs que tu as pu vivre dans ta chair, blessures, etc. C'est toujours sympathique, merci Corinne. Merci. Liliane, le temps de la réalisation du rêve, la route avec le business plan me fait bien sourire. Voilà, je sais pas, dis-nous Linda, souris, mais explique aussi, hein, n'hésitez pas à argumenter mes amis. Hein. Peut-on comparer ton énergie à celle qui a animé Yannick Noah? Je sais pas, tu l'as croisé? J'ai croisé Yannick, ouais, j'ai croisé Yannick. Oui. Après, ce que j'aime bien sur Yannick, c'est que il avait son rêve de devenir champion de tennis, mais il en a eu plein d'autres, et à chaque fois, il est allé au bout des choses. Et j'aime les gens qui osent sortir de leur zone de confort et se réinventer. Et ça, voilà, ça c'est. Je dis toujours. C'est plus facile d'exceller dans un domaine quand on est gamin et qu'on a fait ça 15 heures par jour parce qu'on est ado, c'était notre passion toujours. Et une fois qu'on arrive au top de ce domaine, c'est beaucoup plus dur d'y rester et d'arriver à se réinventer au fur et à mesure. Donc les gens qui arrivent à faire ça, j'ai beaucoup d'admiration. Mais toi, tu as eu quand même des parents assez exceptionnels. J'ai même croisé ton père, qui d'ailleurs n'a pas décroché un mot, mais qui avait un œil. Il te regarde avec un amour dans le regard, voilà, c'est beau à voir, et très discret, il est là. Tu as des origines grecques et algériennes. Tu es né en Algérie. Ouais, tout à fait. Voilà, donc on a pas mal d'amis algériens, tunisiens, voilà. D'ailleurs, j'ai remarqué que dans le roller, il y a pas mal de noms à consonance arabe. Comment t'expliques ça Oh, alors là, je sais pas. Est-ce que je me trompe? J'ai regardé 2-3 trucs, j'ai vu à chaque fois. En fait, simplement parce que je pense que c'est des sports qui sont financièrement un peu plus accessibles que des sports. C'est-à-dire, moi, en arrivant en France, quand je suis arrivé en France, mes parents, on n'avait pas d'argent, etc. Et donc, je pense que les communautés en général ils ont peut-être un peu moins d'argent que dans les quartiers. Dans les quartiers, c'est tellement simple et tous ces sports, on donne une sensation de liberté et aussi de récupération, de contrôle sur le mobilier urbain. C'est-à-dire que ça, c'est intéressant. On reprend le contrôle sur la ville, etc. Ça, c'était génial. Tu as fait ça, parle-nous, à part le circuit des compétitions et tout ça, tu as fait un peu ton Yamakasi carrément, de la ville. C'était que ça au début. Raconte-nous, t'avais une bande de potes, c'était quoi? En fait, quand j'étais gamin, on n'avait pas les jeux vidéo ou Internet ou les iPads qu'on a aujourd'hui. Donc on se retrouvait avec tous les copains au Trocadéro devant la Tour Eiffel, et donc tout le monde était en roller. Tiens, devant la Tour Eiffel, t'as bouclé une boucle. Et c'était vraiment un jeu avec les copains. On faisait des éperviers, des chasses à l'homme, et on faisait ce qu'on appelait des randonnées. On appelait ça même rando catch. Pourquoi catch? Parce qu'on se catchait, on s'accrochait derrière les voitures. Alors, faut pas trop le dire là aujourd'hui, mais bon, quand j'étais gamin, j'ai fait ça, voilà, Paris de fond en comble, on s'accrochait sur le périph', sur l'autoroute, on faisait les fous, etc. C'était vraiment le roller, une sensation de liberté incroyable. Liberté, reprise de contrôle de la ville, c'est plus la ville qui nous exploite, c'est nous qui exploitons la ville dans tous ces trucs.
Et puis la glisse, c'est vrai que c'est une ivresse. Une sensation. Et le côté être avec les copains, le côté sportif, arriver à se challenger, se remettre en question. T'as une mélancolie de ça? T'as une nostalgie de ces années-là? J'ai pas, non. En fait, non, parce que j'en ai énormément profité. Ce qui est important, c'est de jamais avoir de regret d'aller au bout des choses. Donc j'essaye je suis, on va dire, un monomaniaque, je fais les choses à fond. Je peux me mettre 10 ans dans un truc, faire que ça. Et une fois que j'ai tourné la page, je passe à autre chose et je n'ai aucun regret parce que j'ai été au bout, quoi. Donc tes parents, est-ce qu'ils t'ont transmis des valeurs ou des façons de réfléchir qui t'ont aidé par la suite? À part le fait qu'ils t'ont sorti du système éducatif dès le début, c'est quand même dire oui, mon fils fait du roller, c'est super, vas-y fonce, c'est quand même rare comme ça. C'est rare. C'est pas attends, sois équilibré, excuse-moi, je te coupe du coup. C'est pas attends, sois équilibré, fais un peu. Non, c'est vraiment tu es passionné, vas-y quoi. Voilà, en fait, évidemment, ils ont énormément. Parce qu'ils faisaient pas du roller, tes parents. Ils ont énormément de valeurs, et évidemment, mais finalement, la façon où ils ont géré notre éducation à mon frère et moi, c'est qu'ils nous ont fait confiance. Et ils n'ont jamais essayé de trop nous diriger ou de trop nous dire faut faire ci, il faut faire ça, vous devez penser comme ci, vous devez penser comme ça. Donc ils nous ont vraiment dit on vous fait confiance, faites vos choix et on va vous soutenir dans vos choix. Même si oui, par exemple, on a joué des années au tennis, on voulait devenir champion de tennis, mon frère et moi, et du jour au lendemain, on a décidé d'arrêter, malgré que mes parents avaient mis un peu tout leur argent pour qu'on puisse jouer au tennis. Et c'était notre choix, même si on avait mis 6 ans de tennis. Du jour au lendemain, j'ai décidé d'arrêter le tennis. Mes parents, ils ont dit, pas de problème. Ah ouais. Donc c'est la confiance. Ouais. La confiance. Donc, juste petite parenthèse, ouais. En rebondissant là-dessus, sur les parents qui ont des enfants, ce que je dirais, c'est que, comment dire, il faut vraiment que vous essayiez de mettre votre peur personnelle de côté. Parce que l'enfant le sent. Les parents, c'est logique, hein. Ils se disent, mais qu'est-ce que mon enfant va faire dans le futur? Les études, il faut que tu aies des bonnes notes, et ci, et que ça, et ça. Donc, c'est normal de se poser toutes ces questions, mais cette peur intérieure, si l'enfant le sent, et c'est quasiment impossible de pas le sentir si le parent a la peur intérieure, va bloquer cet enfant, parce que va lui mettre une pression tout de suite sur le futur et sur la vie, alors que l'enfant est trop jeune pour arriver à se projeter sur des responsabilités. Donc, à partir du moment où vous arrivez à mettre votre peur du futur de côté, la meilleure, aussi ce que les parents ont du mal à comprendre aujourd'hui, c'est que... Tes parents? Non, les parents... Toi, tes parents? Non, mes parents, non, ils n'ont pas... Toi, est-ce que tu es parent? Ah, pas encore. Papa. Non, pas encore. Mais donc, ce que les parents ont du mal à comprendre aujourd'hui, c'est que le monde du travail change et va changer très 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 rapidement dans les prochaines années. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, 30 ans en arrière, on pouvait faire des études, je sais pas, de médecine, et globalement, on deviendra médecin, etc. Maintenant, c'est le cas sûrement pour la médecine, mais pour la grande majorité des métiers, dans une vie, dans la nouvelle génération, les gens ne font plus le même métier. Ils font différents métiers dans la vie. Donc, la meilleure sécurité pour la vie de leurs enfants, c'est justement de la confiance en soi, une liberté d'esprit, une souplesse d'esprit à se réinventer, à travailler dur et avoir un sens des responsabilités assez jeune. Et la meilleure façon de l'avoir, c'est justement de donner cette liberté à l'enfant. Voilà. Et c'est ça, parce qu'aujourd'hui, les parents se disent tout de suite, études, etc. Pas être dans une case, pas enfermer son enfant dans une case, voilà. Mais lui dire, voilà, t'as le bagage pour pouvoir rebondir, pour pouvoir être agile, pour pouvoir te réinventer, en fait. Voilà, il faut qu'il ait cette liberté d'esprit de réinvention, parce que le monde de futur ne sera que sur cette réinvention. Passionnant. Passionnant, mes amis. Vient le moment des questions-réponses. Alors, allez-y. Et ceux qui sont timides, c'est l'occasion de sortir de votre pudeur, de votre timidité. Voilà, on ne mord pas. Taïg est là et tout souriant, tout lumineux. T'es en plus très lumineux. C'est vrai, d'où ça sort, ça? C'est le mélange gréco-algérien? C'est quoi? Non, je crois que ça... Tu respires... tu sens bon, quoi. Tu respires bon humainement. Tu penses que c'est ton travail sur toi-même? C'est le mélange de plein de choses. C'est la chance de cette éducation qui
m'a permis d'aller au bout de mes rêves, d'avoir confiance en moi, d'être voilà, et d'avoir fait ce travail psychologique. En fait, toute la réussite que j'ai aujourd'hui ne tient pas que sur justement les performances sportives ou quoi que ce soit, tient sur cet ensemble global. Oui, c'est un écosystème. Ouais. Et donc je connais, j'ai 42 ans aujourd'hui, donc c'est plus simple, c'était pas le cas quand j'en avais 20, mais aujourd'hui je connais mes forces, mes faiblesses. Si tu devais parler au Taïk de 22 ans, tu aurais des conseils à lui donner qu'il n'aurait pas pu, pour accélérer un peu les choses ou pour les améliorer ou pour éviter des périls, qu'est-ce que tu lui dirais? Et non. Non, hein. Non, tu dis vas-y, roule. Rien dans ton parcours, c'est un test, hein, c'est le test de Nietzsche. Tu sais, Nietzsche invente l'éternel retour. Il dit dans la vie, il faut être dans le oui solaire à la vie. Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu aies un moment dans ta vie où que tu regrettes. Et si tu te dis, je vais faire le tri dans ma vie avec des moments que j'aimerais pas revivre et des moments que j'aimerais revivre, ça marche pas. Donc lui, il dit, il faut vouloir éternellement la même vie tout le temps. Voilà, c'est une sorte de. Non, c'est rien, ça, c'est mon truc, mais ça n'empêche pas. Oui, non. Là, c'est vrai que quand je réfléchis à... Tu fais pas le tri, tu prends tout, quoi. En fait, oui, c'est-à-dire que j'ai fait évidemment des erreurs comme tout le monde, mais je n'ai aucun regret sur ces erreurs, puisque j'ai appris de ces erreurs, et ça fait partie de la route. Ce qui était important, c'est que le moment de la décision, qui a été une erreur pour le coup, en tout cas le moment de ce moment-là, pour différentes raisons, j'ai pris cette décision. Quelle a été une erreur, c'est-à-dire, tu parles de quoi? Je sais pas. Ah oui, dans la vie, en général. En général, il y a eu, quand je regarde sur les 20 dernières années, il y a bien des moments où j'ai fait des mauvais choix, etc., etc. Mais globalement, à chaque fois, ces choix étaient suffisamment réfléchis, pensés, etc. Et donc, j'ai aucun regret. Et même quand il y a des échecs, je vous donne un exemple. Par exemple, je me suis enfermé chez moi pendant 1 an et demi et j'ai écrit un long métrage que j'ai essayé de monter à Hollywood, etc. Pour l'instant, j'y suis pas arrivé. Donc, on le voit, ça a été un échec, puisque... Alors, moi, je le dis, mais pour moi, c'est même pas un échec. Pourquoi? Parce que j'ai déjà écrit un scénario de 120 pages, donc j'ai appris l'écriture d'un scénario. J'ai compris comment le métier des studios, des producteurs hollywoodiens fonctionne, etc. Et donc, toute cette route, j'ai appris totalement. Finalement, le film, pour l'instant, ne s'est pas réalisé. Mais j'ai tellement appris que je sais comment réattaquer le truc d'une façon différente pour arriver à le monter dans le futur. Il y a un truc qui est très important chez toi, mais je crois que c'est aussi lié à une capacité que tu as de faire en sorte qu'on te fasse confiance, même si tout est bloqué, l'institution ne veut pas, les autorisations, parce qu'il y a des questions beaucoup d'autorisation dans le roller, on ne veut pas te les donner, mais tu arrives toujours à trouver un angle, presque un truc un peu filou, un peu pirate, il y a un côté comme ça. Qu'est-ce que tu dirais de la légalité, de la filouterie, du côté, est-ce qu'on a le droit de jouer avec les lois? En fait, ce que j'ai appris en quelque sorte, c'est que d'abord, quand moi j'ai un rêve et que j'estime que ce rêve a le mérite d'exister. Par exemple, le saut de la Tour Eiffel, c'était un rêve. Je me disais, c'est au-delà du côté personnel de vouloir sauter de la Tour Eiffel, je me suis dit, cet événement est un événement qui a le mérite d'exister en France. Ça va faire rêver quelques personnes, ils vont s'en rappeler pendant des années. Ça va faire rayonner la France dans le monde, etc. Donc sur le principe de base, je me disais, ça a le mérite d'exister, donc il faut que je me batte pour ça. Quand j'ai en face de moi des gens qui veulent pas réaliser ce projet et qui veulent pas admettre que c'est simplement ils se rabattent derrière des trucs de mauvaise foi, en quelque sorte de mauvaise foi, qu'est-ce que je fais? J'essaye à chaque fois de prendre leurs éléments concrets qui sont en fait leurs arguments qui sont en fait, je le vois bien, qui sont construits que sur de la mauvaise foi, et ils se rabattent derrière ces arguments pour avoir une sorte de protection. Et donc, je prends tous les arguments et je trouve des parades. Que ce soit des parades légales, administratives, intelligentes, détournées, le plus farfelu du monde, pour les mettre face à l'essence que j'ai envie que si la personne ne veut pas me donner une autorisation ou quelque chose, en tout cas mon rêve, j'ai envie que la personne me regarde droit dans les yeux et me dise en fait je veux pas, c'est pas la loi mais je veux pas moi. Je veux pas. Et souvent les gens qui ne veulent pas réaliser les choses, qui ne veulent pas vous aider,
ils se rabattent derrière des excuses, donc je prends leurs excuses et je leur mets leur nez dans leur excuse dans leur excuse bidon, et après quand ils n'ont plus d'excuses, bah là ils sont comme des cons, ils me disent bon allez ok. C'est très beau. Alors on a plusieurs remarques. Flamme, Vincent, j'imagine que tu es sorti de ta zone de confort en sortant un CD de rap. Qu'as-tu Oui, j'ai fait ça. Ouais. Qu'as-tu dépassé et exercé pour oser te jeter à l'eau sans censurer ton rêve? Alors le rap, mais merci pour cette question. Le rap, c'est un rêve que j'ai eu parce que autour de la vingtaine et qui est connecté au langage. Pour moi, c'est de l'écriture, c'est ça qui m'excitait. C'est de la musique, je suis compositeur. Et c'est vrai qu'il y a une légitimité dans le rap. Tu peux pas t'amener et dire je vais faire du rap. C'est un monde très fermé d'ailleurs. Hein. C'est un monde de légitimité. Il faut des featuring, faut voilà. Mais j'ai rencontré 2-3 personnes, moi c'est les rencontres vraiment, qui m'ont dit, des rappeurs très établis, très connus, qui m'ont dit mais vas-y, Oxmo notamment, Oxmo Puccino, qui m'a dit mais vas-y, quoi, je voulais faire un truc avec lui, Rimbaud en rap, et il m'a dit mais c'est super, on est devenus amis comme ça. Donc c'est vraiment la rencontre, et je suis très content de ce CD, j'aime beaucoup ce que j'ai fait, mais surtout j'aime beaucoup plein de jeunes qui m'ont dit voilà, en fait on te respecte. C'est pas notre truc parce que moi c'est très old school, j'aime le rap old school, j'aime pas trop le rap actuel, mais par contre tu t'as fait ton kiff. T'as fait ton kiff et tu l'as bien fait. La prod est belle, t'as été au bout de ton truc. Et je crois que de plus en plus on a affaire à un changement de paradigme à ce niveau. Dans les années 80-90, un rêve que tu réalises qui correspond pas aux attentes, on se moque de toi. Il y a beaucoup de vannes dans les années 90, il y a beaucoup de dream killers comme tu dis. Aujourd'hui j'ai l'impression que la jeunesse qui a 25 ans, 20 ans, elle accepte, elle respecte le rêve, même le plus farfelu. Oui, alors oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais il y a quand même un élément maintenant qui a totalement changé dans la société, c'est que de plus en plus, je vois que la nouvelle génération ne rêve pas de la création, mais rêve du résultat que la création va obtenir. La célébrité notamment. La célébrité, l'argent, les belles filles, etc., etc. Donc en fait, je vois que ça c'est un vrai problème, et ça c'est vrai que les réseaux sociaux, et essentiellement Instagram, le mettent vraiment en avant, parce que quand on ouvre Instagram, on est là à voir que ceux qui ont le plus de followers, qui sont en avant sur les murs d'Instagram, sont que ceux qui, en image, présentent la vie en quelque sorte la plus glamour. Et donc, avec des filtres. Voilà, avec les filtres, etc. Ouais. Mais si tu veux, il y en a quelques-uns qui montrent des créations, quelle qu'elle soit, peintre ou quoi que ce soit, ou musique, mais il y en a beaucoup qui ne montrent que du succès, que de l'argent, que des médias, que de la célébrité, que des choses belles, etc. Et donc, je regrette que cette nouvelle génération soit à la recherche du résultat et non pas de la création. Et donc voilà, le message que je pourrais donner, c'est pensez surtout à créer, et si vraiment vous créez quelque chose d'incroyable, tout le reste va découler. Alors, on a Liliane qui précise sa pensée. Les business plans, et ça te concerne parce qu'on n'a pas parlé de ta vie d'entrepreneur. Je crois que c'est l'occasion d'en parler là maintenant, parce qu'on a affaire non seulement à un entrepreneur, mais un entrepreneur qui est complètement barge, qui invente des projets complètement barge. C'est pas juste, tu vends pas voilà, tu crées là aussi, tu es créateur là-dedans. Alors, Liliane, le business plan exigé par les banques ou business angels pour entreprendre les rêves qui demandent un agenda prévisionnel du chemin et de résultats escomptés me pose question sur leur nécessité. Et cela me fait sourire face à ce que dit Taïg. J'apprécie tes propos, faire et être touche à tout. Alors, qu'en est-il du business plan? Voilà, je peux totalement te répondre là-dessus, puisque ça fait 100% partie de mon aventure aujourd'hui. Donc moi, il y a 5 ans en arrière, sur mon lit d'hôpital une fois de plus, je me dis, il faut que j'ai un nouveau rêve, en quelque sorte ma nouvelle Tour Eiffel, et je me dis, j'ai envie de me lancer dans le monde de l'entreprise, et j'essaye d'imaginer quelque chose pour mon nouveau projet d'entreprise, et je me dis, je vais me lancer dans les télécoms. Donc créer un opérateur télécom mobile mondial. Juste pourquoi? Parce que en fait, pour rien, c'est que j'aime sortir. Non, j'y connaissais rien, zéro pointé. J'aime sortir totalement de ma zone de confort. Et j'ai noté en quelque sorte sur mon lit d'hôpital 6 points qui sont pour moi importants pour créer un projet. Le premier, c'était choisir une grande industrie. C'est là où j'ai choisi télécom, parce que je me suis dit, je serais peut-être pas le numéro 1, peut-être pas le meilleur dans les télécoms, mais même si je suis le 100e mondial, finalement, j'aurai une multinationale. Voilà.
Donc ça, le deuxième point, je me suis dit, il faut inventer quelque chose qui n'existe pas dans ce métier. Facile à dire, mais pas à faire, mais il faut que j'y réfléchisse. Troisième point, il faut arriver à ubériser cette industrie. Donc en gros, créer le plus grand opérateur mobile au monde sans être propriétaire des antennes. Donc c'était ça mon idée. Quatrième point, on est dans un monde où l'expérience utilisateur est roi. Si vous inventez quelque chose qui est juste plus pratique et plus simple pour les gens vont l'adopter. Le cinquième point, je me suis dit, il faut que je sois propriétaire de ma marque et que je vende le même produit dans le monde entier. Ça, j'ai appris quand j'avais l'image de Tony Parker ou Matt Pokora. Quand je perdais l'image de Tony Parker, j'avais un trou dans mon chiffre d'affaires. Donc, je me suis dit, il faut que je sois propriétaire de ma marque et que je vende le même produit dans tous les pays. Et le sixième point, c'est avoir un produit où j'ai une distribution tout de suite mondiale. Parce que quand je vendais les gammes de papeterie, ça se vendait bien à Carrefour, mais après, si je voulais le vendre au Japon, il fallait convaincre le distributeur japonais, c'était l'enfer. Ouais. Donc, j'ai mis ces 6 points. Je suis parti sur un projet que je vais vous expliquer, qui est un truc de télécom via une application, etc. Mais quand j'ai eu cette idée, très vite, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'argent. Et comme tu viens de le dire, comment elle s'appelle la fille ? Liliane. Liliane, comme Liliane vient de le dire, j'ai été voir des banques. J'ai été voir des fonds d'investissement et je me suis fait tout de suite bananer parce qu'ils m'ont dit, attendez, vous êtes Rollerman, vous voulez créer un opérateur mobile mondial de zéro, vous êtes bien gentil, mais vous avez besoin T'es pas dans ta place. T'es pas dans ta place, vous avez besoin de millions d'euros, vous y connaissez rien, jamais on va vous donner un centime. Tu venais en cravate Non, je restais toujours, alors je mettais une veste, le t-shirt en dessous, je restais toujours relativement nature. T'avais pas de problème à te confronter à un monde qui était vraiment pas le tien pour le coup ? Non, parce que je pars, moi, dans ma philosophie, je ne vois que la positivité et jamais les problèmes. Donc, les problèmes, comme je dis, les gens qui me disent « tu vas pas y arriver », en fait, j'écoute pas, je fonce, et si ça marche pas, c'est un mur, et je trouve une parade pour marcher. Salut Yves, il y a Yves Landreau qui nous dit bonjour. Salut Yves, c'est grâce à toi ça, merci Yves. C'est ça. Et donc, vu que j'étais devant un mur, j'avais besoin d'argent, j'avais pas d'argent pour créer un opérateur mobile mondial évidemment, les banques et les fonds d'investissement ils m'ont envoyé balader. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis enfermé chez moi et j'ai fait un business plan, ça m'a pris 4 mois alors au détail etc. pour déjà moi devenir expert dans le domaine, comprendre vraiment tous les détails. Tu savais en faire déjà ? Alors, je savais déjà faire des business plans. Moi, j'avais appris à faire les dossiers Excel. En fait, toujours, j'ai appris à faire les choses moi-même pour pas être dépendant des gens. Quand je savais pas, je demandais à quelqu'un qui, lui, était expert et il m'expliquait. Voilà, mais à chaque fois, j'essayais de le comprendre pour pouvoir, moi, adapter et tout. Donc, j'ai pris en 4 mois, j'ai fait un dossier de 100 pages de présentation sur Photoshop. J'ai fait un business plan. Et j'ai designé une application, mais pas en code, juste des écrans que j'ai animés avec une autre application qui s'appelle Flinto qui permet d'animer les écrans. Wow. Et avec ça, finalement, avec ces 3 éléments, c'est-à-dire un business plan, un dossier de présentation et un prototype du produit, je me suis dit, je vais contacter des gens qui ont un peu d'argent et je vais essayer de récupérer 5 000 euros par-ci, 10 000 euros par-là pour vendre des parts de la boîte. J'ai commencé à convaincre mon chirurgien en premier. Le chirurgien de l'hôpital. Voilà. Et j'ai convaincu comme ça 33 personnes en 1 mois et demi, même pas un mois, et j'ai récupéré 1 million d'euros. Et j'ai vendu 20% de l'idée pour 1 million d'euros. Et donc, finalement, les 33 personnes que j'ai convaincues au début, il faut dire que ce n'étaient pas les plus grands hommes d'affaires, etc., mais ils m'ont fait confiance humainement parce qu'ils me connaissaient depuis 20 ans. Ils savaient que j'étais sérieux, ils savaient que j'allais me battre, que même si j'y connaissais rien, j'allais apprendre. Et j'étais quand même arrivé avec 3 éléments assez convaincants, c'est-à-dire le business plan, le dossier de présentation de 100 pages. 100 pages, voilà. C'est énorme, 100 pages. Ouais. Énorme. J'avais fait tout ça. Donc, grâce à ça, j'ai récupéré 1 million. Et très vite, le million est passé à l'as. Les fonds d'investissement ne m'ont toujours pas suivi. Il a fallu que je récupère 1 million de plus, 2 millions de plus, et comme ça, et j'ai galéré pendant 4 ans à convaincre 130 personnes et à récupérer 10 millions. Mais ce qui est hallucinant dans cette aventure, c'est que tu pars sur faut que tu nous en parles, sur un truc totalement novateur. Ouais. Donc tu es sûr de toi, mais alors que tu n'as aucune expérience. Non, alors comment exactement ? En fait, pour vous expliquer, l'idée venait d'où ? C'est quoi ? Alors voilà, on parle de quoi, exactement. On-off. Voilà, on-off. Donc c'est une application. Je l'ai mis en description. Une application qui s'appelle on-off. Mais juste pour reprendre les 6 points, donc le deuxième point, comme vous vous rappelez, c'est il faut inventer quelque chose qui n'existe pas.
Donc, sur ce lit d'hôpital, je me suis dit, qu'est-ce que je peux inventer dans les télécoms qui n'existent pas? Et donc, je me suis dit, si on réfléchit bien, dans les télécoms, il y a une chose qui n'a pas changé depuis 30 ans. Alors, cette idée, je suis content de l'avoir eue. Je peux vous dire, je me suis cassé la tête des jours et des jours pour arriver à trouver ça. Et comme quoi, si on cherche bien, on peut toujours trouver. Donc, en fait, je me suis dit, tout est dans le cloud aujourd'hui. Nos mails sont dans le cloud, notre musique avec Spotify, nos films avec Netflix, nos photos, nos fichiers avec Dropbox, tout est dans le cloud. Pourtant, notre numéro de mobile, notre 06, lui, il n'est pas dans le cloud, il est coincé dans une carte SIM. Je me suis dit, et ça n'a pas changé depuis 30 ans. C'est-à-dire que je suis en voyage au Brésil, je perds mon téléphone, et ben il faut quand même que j'attende de revenir en France, aller chez SFR, reprendre une carte SIM en plastique pour récupérer mon 06. Quand j'ai plus de batterie en soirée avec les potes, et ben c'est fini, je ne peux plus voir mes SMS, j'ai plus mon 06 parce que mon 06 il est coincé dans la SIM. Alors que tout est dans le cloud. Je me suis dit, et ben ça c'est un non-sens. Imaginons, rêvons en grand, que je vais inventer un nouveau standard où les numéros de mobile vont être dans le cloud comme des adresses email. Et donc sur le lit d'hôpital, je me suis dit, j'ai commencé à rêver de ça, et j'ai commencé à en parler à des copains, et les copains ils m'ont dit, ça serait génial. Et ils me disent, mais attends, mais je me dis, mais si j'ai des numéros dans le cloud, je ne suis plus obligé d'avoir un numéro, je peux en avoir deux. Un numéro business, un numéro perso, ou même un numéro américain, un numéro anglais, etc. Ou malien. Voilà, un numéro de tous les pays. Donc, je me dis, mais attends, si le numéro est dans le cloud, quand j'ai plus de batterie, je peux prendre le téléphone d'un pote en soirée, en un clic, je récupère mon 06 sur un autre téléphone. Et donc, j'avais ouvert la porte de Pandore, des idées en tout cas, et là, je me rends compte que si cette idée est possible, c'est la révolution. Et vu que je pars que du truc positif et jamais de la négativité, moi je suis un grand rêveur, c'est-à-dire que quand je crois à quelque chose, et là c'était le cas, je me suis dit, vraiment ça va révolutionner le monde des télécoms. Alors quand on a cette idée, à qui on demande? Ça c'est la grande question. Ouais. Donc il m'a fallu 6 mois pour trouver le nom du job du mec qui sait. Je ne savais pas à qui demander. Au bout de 6 mois, j'avais compris que c'était un chef architecte télécom. J'ai réussi à mettre la main sur un gars qui était chef architecte d'Orange. Je l'ai payé à la journée, c'était super cher, mais en 2-3 jours de travail, il a pu me dire voir si c'est possible. Si c'est possible. Ouais. Donc avant de démarrer, j'avais besoin de savoir si cette idée était possible. Et là, c'est lui qui m'a dit, écoute, c'est possible, mais tu as besoin de créer cet opérateur mobile mondial. Et c'est là que c'est lui qui m'a dit, fais un business plan, fais un dossier de présentation. Et c'est là que je me suis enfermé chez moi. Mais quand j'ai été voir mes investisseurs, j'avais finalement la validation d'un expert du domaine qui m'a dit c'est possible. Qui crédibilisait l'aventure. Donc mes investisseurs y ont cru parce qu'ils se sont dit aussi c'est une idée extraordinaire. Donc tout part quand même d'une idée. Ils ont dit tu as un expert qui dit que c'est possible. Voici le business plan, etc. Alors c'est vrai que le business plan était à côté de la plaque. Ouais, je pensais que ça allait coûter 1 million d'euros. Finalement ça va m'en coûter sûrement 20. Passionnant. Et donc, moi, je vous recommande On-Off. Il faut la mettre sur son smartphone. Voilà, vous téléchargez, c'est très simple. En un clic, vous pouvez avoir un deuxième numéro pro perso. Alors, ça coûte de l'argent parce que moi, ça me coûte de l'argent. C'est 3 € le numéro pour appel et SMS illimité. Appel et SMS, appel illimité aussi, dans le monde entier. Alors, en France, non, appel en France. Par contre, dès que vous appelez l'international, on est jusqu'à 65 fois moins cher qu'SFR, je crois 50 fois moins cher qu'Orange. On est l'opérateur le moins cher pour appeler international au monde. Génial. Et avec un numéro qu'on peut avoir de n'importe quel pays. Exactement. Voilà. Donc On-Off, les amis, on met le lien en description. Hugo qui dit n'y a-t-il pas des systèmes, conditions d'existence qui empêchent parfois de réaliser nos rêves? Là, c'est vraiment la question de comment on vit. C'est vrai que quand on est pris dans une routine qui nous empêche, qui nous astreint, parce que là, en fait, dans tout ce que tu parles, tu parles d'une grande... Attends, tu parles d'une... tu parles d'une grande liberté. Même quelque part, l'hôpital te donne cette liberté de pouvoir te poser, mais il y a des individus, des gens qui n'ont pas cette liberté-là. Et même à l'hôpital, ils sont en train de gérer les trucs. C'est vrai. Comment on se détache de l'englument dans la matérialité quotidienne et tous les petits tracas qui font qu'on n'arrive pas à arriver. Je vais te dire, je prends souvent l'exemple pour ça de je me rappelle plus de son nom, mais la femme qui a écrit le livre Harry Potter. Oui, je vois très bien. En fait, elle était femme au foyer. Elle avait ce rêve de devenir écrivain et clairement tous ses amis... J.K. Rowling. Voilà.
tous ses amis, etc., son mari ou quoi que ce soit, alors je ne sais pas trop sur son mari, mais en tout cas ses amis lui disaient mais tu n'y arriveras jamais, etc., etc., etc. Et donc elle était engluée également dans son quotidien, je crois qu'elle avait ses enfants, etc., sûrement le boulot, etc. Et donc la seule chose, c'est quand on a un rêve et qu'on est habité par ce rêve, même si on est, je ne sais pas, caissière au supermarché, eh ben, dans sa journée, on est là à penser à des idées de son rêve. Et bien sûr, on aura moins de temps que les autres pour arriver on ne pourra pas faire du 15 heures par jour parce qu'il faut bien travailler, il faut bien manger, s'occuper des enfants, etc., etc. Par contre, on pourra y consacrer 2-3 heures la nuit et on dormira un peu moins, on sera un peu plus fatigué le lendemain, mais on se sentira beaucoup moins la fatigue parce qu'on sera habité. Et donc, quelqu'un qui est habité par un rêve et qui ne rêve que de ça, eh ben oui, il sera obligé de le faire en parallèle de ses autres métiers, mais il y arrivera. Il y arrivera. Il mettra peut-être un peu plus de temps que s'il avait 15 heures par jour, mais de toutes les façons, il aura tellement les dents pour arriver à réaliser son rêve, parce qu'il est justement englué dans son quotidien. Donc voilà, faut juste être habité et que votre rêve soit dans votre esprit toutes les secondes de la journée. Passionnant. On continue les questions-réponses. On a encore 10 minutes avec Taïg. C'est le moment de poser des questions et on répond du tac au tac. Alors, on a Corinne qui dit « Libérer ses enfants des injonctions de peur de la société ». Voilà, un des buts de l'éducation pour croire en ses rêves, c'est que c'est l'opposé de la peur. Toi, tu n'as pas peur finalement. Et j'ai l'impression que le fait que tu sois l'un des plus grands champions de sport extrême du monde, le sport extrême, c'est quand même apprivoiser ses peurs. Quelque part, tu es vacciné avec le côté peur. Tu es casse-cou, tu y vas, et tu as grandi dans une peur qui était plutôt source d'adrénaline et de plaisir, ce qui n'est pas le cas de tout le monde non plus. En fait, c'est que tu as raison. Aujourd'hui, c'est vrai que si j'analyse bien sur ma personne, on ne peut pas dire que j'ai peur de rien, et j'ai peur de plein de choses comme tout le monde. Évidemment, j'ai pas envie de mourir, j'ai pas envie de me casser la jambe, etc. Mais à chaque fois que je suis face à un danger ou à une difficulté, je balance tu soupèses, je soupèse, et le rêve est toujours plus grand que le risque, pour moi. Et après, c'est une question de choix. Chaque personne doit être droit dans ses bottes par rapport à ce qu'il est prêt à risquer pour arriver à son rêve. Est-ce que moi j'étais prêt à me retrouver à l'hôpital, me retrouver paralysé peut-être plein de fois, me casser les bras et les jambes pour réaliser ce rêve d'être champion? Il y a d'autres gens qui vont dire, et c'est tout à fait légitime, il n'y a pas de jugement là-dessus, qui vont dire non, moi je n'ai pas envie de prendre le risque de me casser les bras et les jambes ou d'être paralysé pour réaliser un rêve. Donc il faut juste, on a peur comme tout le monde, mais à partir du moment où l'envie de réaliser le rêve est plus grand que le risque que ce rêve correspond, il n'y a pas de problème. Et le deuxième point là-dessus, c'est de vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont des peurs, mais qui ne sont pas vraiment matérialisées. Comment je vous donne un exemple. Quand j'ai sauté de la Tour Eiffel, j'avais cette peur panique en haut, parce que j'étais à 40 mètres de haut, et évidemment j'avais les jambes qui tremblaient, etc. Il faut voir la vidéo, mes amis. Hein. Ouais. Vous regarderez la vidéo, c'est démentiel. Et du coup, j'ai commencé à me dire, qu'est-ce qui peut vraiment t'arriver? Je me suis dit, normalement, je ne devrais pas mourir. Normalement, vraiment, ça ne devrait pas arriver. J'avais suffisamment d'expérience et de calcul, etc. pour normalement, ça ne devrait pas arriver. Par contre, je savais que j'avais très très grande chance de me casser ou un bras ou une jambe. Mais le bras ou une jambe, je me suis dit, c'est pas très grave. En fait, c'est pas... franchement, de nos jours, on se casse un bras ou une jambe, il y a pire. Ça fait de l'hosto, j'aurais d'autres rêves en plus. Exactement. Et donc, ce que je veux dire, c'est que je prends ça pour un exemple différent. Quelqu'un qui a envie de créer une société, il a un job sécurisé, où il a un appartement avec sa famille, etc. Et il a envie de mettre son job de côté et se lancer dans une aventure d'entreprise. Il va avoir peur de se lancer parce qu'il va se dire, peut-être, ça ne va pas réussir, donc je vais être obligé de revendre mon appartement parce que etc. On va être obligé de passer d'une grande maison peut-être à un petit appartement avec ma famille, etc. Ok, ça c'est une réalité, on va downgrader, comme on dit, c'est-à-dire qu'on va passer d'une grande maison à un petit appartement, mais ce que je veux dire c'est que avant de se retrouver vraiment à la rue, où là peut-être on peut avoir, et même si demain on est à la rue, ben on reva chez ses parents et on se reconstruit, ce que je veux dire c'est que regardez profondément dans vos rêves, dans vos peurs,
Et on les exagère souvent. Voilà, on les exagère. Et vous allez vous rendre compte que si on ne tente pas l'aventure, et si le seul risque c'est de perdre son job, se retrouver au chômage pendant 1 an, et peut-être passer d'une grande maison à un petit appartement, mais on a quand même tenté le rêve, et on n'aura pas de regrets parce qu'on l'aura tenté, on se réinventera, etc. Et ben voilà, donc analysez quand même vos peurs, et elles sont souvent exagérées. Passionnant. Allez, on fait du tac au tac, là il faut répondre en une seule phrase. Axel, je suis tout à fait d'accord, j'ai eu la même éducation étant peut-être d'origine algérienne. Axel Benachour. Une liberté absolue. La rue m'a façonné ainsi. Toutefois, j'ai quitté l'école sans avoir un diplôme. Maintenant, papa, je souhaite que mes enfants aillent le plus loin possible. Alors, ouais. Dur en une phrase. Une ou deux phrases. Non, mais je comprends, mais juste brièvement, faisons attention de ne pas reproduire une histoire personnelle sur ses enfants. Chaque enfant a le droit d'avoir sa vie à soi et de choisir ses propres choix. Donc c'est pas parce que le père n'a pas été scolarisé qu'il a cette peur intérieure et cette pression intérieure qu'il faut absolument que les enfants aient un... Voilà. Il continue Axel, donc tu peux encore lui répondre. Il y a l'amour des papas qui est anarchiste, sans tyrannie, et puis l'arbitraire de la société qui impose des schémas et des modèles. Comment trouver un équilibre? C'est toute la question. Entre le conditionnement de la société et puis le père qui dit « moi, je veux la liberté pour mon enfant, etc. » C'est vrai que c'est un équilibre très dur à trouver quand même. C'est un équilibre à trouver, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on veut... Qu'est-ce qu'on veut dans cette société? Est-ce qu'on veut simplement... Est-ce qu'on a besoin simplement que son enfant soit heureux, ou que son enfant ait une sécurité? C'est-à-dire que la meilleure des sécurités, c'est qu'il soit bien dans ses baskets, et qu'il soit heureux dans la vie, et qu'il arrive à rebondir. Voilà, il n'y a pas de sous-métier. Il peut être chauffeur de bus ou grand entrepreneur. Ce qui est important, c'est qu'il soit heureux, quoi. Ouais. Voilà. Samira qui dit les jeunes, c'est génial, c'est une génération hacker. Elle passe son temps à imaginer et innover pour changer les schémas établis et trouver des nouvelles solutions. Dans 10 ans, dit Samira, toutes les nouveautés créées auront été proposées par des jeunes. Voilà, hyper positive. L'exemple, Axel qui disait ça, dit de toi, l'exemple le plus abouti du self-made man, bravo. Self-made man, ça te va bien? Ouais. T'es le rêve américain, il y a un commentaire qui dit aussi t'es le rêve américain incarné, pourquoi tu n'es pas en Amérique? Qu'est-ce que tu fais en France? Oui, après je sais, ce qui est important c'est d'avancer. Aujourd'hui je fais les choses en France, peut-être demain je les ferai aux États-Unis, on verra, j'en sais rien. Super. Samira, ça prend plus de temps mais c'est possible, tout est possible avec le temps, le facteur temps est important. Axel, Monsieur Cespedes, votre invité est l'exemple que l'American Dream est désormais mondialisé, pour l'interrogation, ou c'était depuis toujours comme ça? Non, c'est beaucoup plus. Il y a un changement. Ouais. Il y a un énorme changement parce que avant, si on était né dans une ville où il n'y avait pas beaucoup de connexions, quoi que ce soit, c'était beaucoup plus dur tout de suite d'avoir la chance de toucher le monde entier. Maintenant, avec l'Internet, on peut être au bout d'un petit village et instantanément devenir une image internationale. Ouais. Linda qui dit le sport extrême, est-ce que ce ne serait pas défier la mort? Est-ce qu'il y a un rapport de défi de la mort? C'est ce qu'on se dit quand on voit les images de ce que tu fais, on se dit, il est fou, il va se fracasser. C'est un peu un sort de gladiateur moderne, où on prend un risque. Voilà, oui, c'est vrai. On défie un peu la mort et on arrive à se faire ce bras de fer et la gagner souvent. Wow. 90% des peurs ne sont pas réelles, tout à fait ok, dit Corinne. Liliane, merci Taïg pour la réponse, elle m'éclaire, super. Les dernières questions, c'est maintenant, il nous reste 4 minutes. Moi j'ai une question, Taïg, pour toi. On sent que tu as un immense désir de transmission. Tu passes beaucoup de temps à transmettre. Est-ce que tu as des expériences de transmission originales avec des jeunes, avec des gamins de maternelle, avec des entrepreneurs? Quelle est pour toi 2-3 anecdotes de transmission tu t'es retrouvé dans quel contexte où tu devais transmettre tout ça? Ouais, plein de fois. En fait, ce qui était assez marrant, c'est que quand j'ai grandi, quand j'avais 20 ans, etc., j'avais beaucoup de certitudes, comme tout le monde, et aussi beaucoup de certitudes par rapport à ce que mes parents m'ont transmis, etc. Mais après, très vite, en grandissant, je me suis rendu compte que c'était des certitudes qui étaient juste sur de la théorie, en tout cas pas sur ma pratique. Et donc, pendant... on va dire de 20 à 30 ans, 33 ans, etc. J'ai pas partagé, et je suis vraiment resté intérieur pour construire ma vraie expérience et pouvoir vraiment donner mon avis avec des choses concrètes.
Maintenant, justement, par rapport à toute l'expérience que j'ai eue, je vois que j'ai une vraie expérience que je peux transmettre et ça me plaît énormément de le transmettre parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont tellement de peur et bloqués que justement je n'ai pas eu, que je peux leur donner des cartes. Donc ça, c'est une chance énorme. Et c'est vrai que j'ai eu des moments incroyables. Même dernièrement, là, j'ai eu à la fin d'une conférence, je suis resté avec mon père pendant 3-4 heures à parler avec tout le monde. Et c'était hyper plaisant parce que chaque personne venait me poser une question. J'ai fait par exemple aussi une conférence à la Cato de Lille il y a un mois et demi. Et à la fin, tous les jeunes faisaient chacun la queue pour me poser personnellement une question personnelle. Ça, c'était magique. Donc ouais, j'essaye de transmettre. Il y a parfois des... Tu es investi dans l'hôpital aussi, j'ai vu. Voilà, justement, j'essaye de soutenir pas mal d'associations. Après, je ne suis pas touché sur une maladie particulièrement. Donc il y a une dizaine d'associations que je soutiens depuis toutes ces années. Et parfois, il y a aussi un truc qui était très très émouvant. Il y a des parents qui m'ont appelé, il y avait un enfant qui avait un petit peu des doutes et ça se passait pas bien à l'école et il était fan de moi. Et pour son anniversaire, ils m'ont demandé de le rejoindre dans sa classe en plein cours. Oh my god. Oh là là, ça c'était incroyable, sa réaction et du coup la mienne par rebond. C'est beau, c'est des grands moments d'humanité, ça. C'était vraiment génial. Ça te nourrit, c'est ta nourriture, ça. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que toute la journée, en quelque sorte, je travaille pour moi en grande majorité, c'est-à-dire pour construire mon avenir, un peu pour l'ego, pour les trucs personnels, etc. Donc, de temps en temps, mettre un petit peu tout ça de côté et partager aux autres, c'est une chance. Corinne qui demande, qu'est-ce que réussir sa vie pour toi, justement? N'est-ce pas une notion trop formatée par la société, réussir sa vie C'est ça, c'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut être droit dans ses bottes sur qu'est-ce qu'on attend de cette vie. Dans ses rollers. Ouais, dans ses rollers. Qu'est-ce qu'on attend dans cette vie? C'est-à-dire que si c'est simplement réussir la vie, ce que les médias nous disent aujourd'hui, c'est-à-dire être connu, devenir successful, avoir une entreprise, etc., c'est un peu un leurre. Je dirais que c'est beaucoup plus le bien-être intérieur, partager avec les gens et et créer des choses, aller au bout de ses rêves, que ces choses rapportent de l'argent ou pas. Voilà. Donc je dirais c'est ça réussir sa vie et transmettre au début à des gens et après à des enfants. Je sais que dans le futur, sûrement, j'espère que je créerai une école pour les enfants. Ça serait mon but. Justement, on a Linda qui dit « Excellent message adressé aux parents et aux enfants. Tu devrais proposer une émission télé de monter de A à Z sur le côté pédagogique. » Voilà, il n'y a que des choses gentilles. Cyril, Taïg, rappelle aux amis que tu es un professionnel. Je crois qu'il n'y a pas besoin, on tape Taïg Chris sur internet et on voit juste le Wikipédia est déjà très suffisant. Samira, la société propose de réussir dans la vie, mais pas réussir sa vie. Tu vois une différence entre ça? Oui, c'est exactement ce que je disais avant. C'est-à-dire que les gens, les médias, c'est vraiment ça. Il faut réussir médiatiquement ou financièrement pour avoir réussir sa vie. On peut tomber aujourd'hui sur des cons absolus, j'en ai rencontré beaucoup, mais qui ont beaucoup d'argent parce qu'ils ont trouvé le bon filon au bon moment, etc. Ou ils ont l'héritage qui va avec. Ou ils ont l'héritage qui va avec. Et malgré qu'ils ce sont des cons, et dans cette société, ils sont adulés. Et ça fait un peu mal de voir ça. Voilà. Comment tu fais, une petite question un peu pratique, quand tu as affaire à quelqu'un qui humainement te débecte, mais que tu as besoin de lui, tu arrives à travailler cette hypocrisie sociale qui fait que quand même, on met les formes, et puis ou parfois ça te fait... Tu pètes les plombs des fois? Je te vois pas péter les plombs. Rarement. Ça peut m'arriver quelques fois. Ouais, ça peut quand même m'arriver quelques fois. À propos de quoi? Parce qu'il y a des moments où, quand on a trop de pression toute l'année, il y a quelques fois où je peux m'emporter et m'énerver à gueuler parfois sur les gens. Et souvent je m'excuse derrière, je suis désolé. C'est parti tout seul. Voilà. Et donc tu arrives à travailler un peu ce faire avec avec ceux qui sont... Oui, pas trop le choix quand même. C'est-à-dire que... Ça c'est important aussi, il y en a qui sont tellement radicaux qu'ils ne veulent pas frayer et concilier. J'arrive à être diplomate. J'arrive à être diplomate parce que malheureusement, c'est-à-dire puisque je viens d'en bas et que j'avais rien sur un plateau, donc il n'y a que finalement le résultat qui compte, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse tous les pieds et les mains pour arriver à réaliser mon projet, et donc il faut que j'arrive à convaincre
parfois des gens qui sont qui sont totalement à l'opposé de mon caractère. Et j'en ai eu certains où ça a été très dur, mais non, voilà. Après, je vais pas aller boire des verres avec eux. Je vais pas me prostituer à aller boire des verres avec eux, mais je vais être que dans le projet. Voilà. Ouais, ce que dit Linda, un pied dans la comédie du monde, pas trop le choix. Voilà, quand même. Mais après, c'est juste pas être dans une prostitution où on va s'inventer une amitié ou quoi que ce soit. Ça, non. Par contre, focaliser sur le projet. De toutes les façons, quand on a un projet, j'essaye d'être le plus indépendant possible. Donc, tous les gens de qui je dépends, j'essaye de construire des choses pour ne plus dépendre d'eux. J'aimerais qu'on finisse par une petite pointe philosophique sur la notion de rêve, cette fois-ci le rêve nocturne, celui qu'on fait la nuit. Parce que là on dit aller au bout de ses rêves, on parle du rêve éveillé. Les Amérindiens notamment, les Hurons, enfin les Indiens comme on les appelle dans les films de western, disent que en fait les rêves sont des messages destinés à se réaliser dans la vie réelle. Est-ce que toi tes rêves nocturnes, les rêves, je parle vraiment de ton univers onirique, ça a de l'importance, tu y accordes de l'importance ou pas? Je parle vraiment des vrais rêves, ceux qu'on fait la nuit. Ouais. Bah, celui que j'ai souvent, c'est que je vole. Je vous le dis. Et à chaque fois dans le rêve, c'est assez drôle. Parce que pendant que je rêve, je me dis, est-ce que tu rêves? Ah non, mais tu rêves pas, tu sais vraiment voler. Ah, c'est extraordinaire. Et quand je me réveille le matin, je me dis, putain, tu sais pas voler. Et c'est important pour toi, comment tu interprètes le fait de rêver? Est-ce que par exemple dans une compète ou dans tu rêves, est-ce que ça change? J'ai appris à en quelque sorte manipuler mon cerveau pour arriver, on peut appeler ça un peu de la sophrologie, mais en gros à manipuler mon cerveau pour lui soumettre des idées positives. Et c'est normal parce que c'est important parce que dans plein de moments difficiles dans la vie, le cerveau a tendance à paniquer. Je vous donne un exemple. Ça m'est arrivé plein de fois de devoir présenter un plateau en direct ou un lancement devant 15 000 personnes à Bercy, en tant qu'animateur, etc. Donc quand vous vous retrouvez soit en haut de la rampe avant de démarrer une grande compète devant le monde, et qu'on joue toutes ces années sur 50 secondes, ou qu'on se retrouve devant 15 000 personnes et on a un texte très précis et qu'il ne faut pas se tromper sur une phrase ou pas oublier, etc., franchement, on a peur. Et donc, à ces moments-là, je sais comment le cerveau fonctionne. Le cerveau, il a tendance tout de suite à être déconcentré par tous les éléments extérieurs. Donc, je vous donne un exemple. Si je suis à la compète, le cerveau va regarder le public, il va regarder les juges, il va se dire « Oh là là, putain, il y a du monde, est-ce que tu vas y arriver, tu vas pas y arriver, t'as ton run, etc. » Donc, il y a d'un coup tous les doutes qui sont là à taper le cerveau dans tous les sens. Et donc, j'ai appris une technique qui permet de retenir ces doutes et de les mettre de côté et au contraire les mélanger avec des trucs positifs. Donc comment je fais? C'est que je me répète en boucle dans ma tête, mais comme si je me parle à moi-même, mais en boucle, exactement les éléments que je dois faire. Donc pour cette compétition, je me répète, tu vas faire telle figure, telle figure, telle figure, telle figure. Donc je me fais ça. Quand je dois faire mon lancement, je me répète exactement le mot que je dois dire et j'entrecoupe les phrases avec un mot positif. Par exemple, tu vas le faire, t'inquiète pas, ça va aller, tu peux le faire, etc. etc. Et donc, c'est de l'autosuggestion. Voilà, de l'autosuggestion mélangée de quelque chose qui oblige à occuper mon cerveau. Parce que si une seconde, je m'enlève du cerveau ce mot, tout de suite le cerveau va foutre un truc de peur en disant « Oh là là, oui, il y a du public, etc. » Et donc, en fait, c'est comme si ça t'oblige à lire quelque chose en continu, ça tient ton cerveau occupé, ça te met les peurs de côté et tu entrecoupes ça de messages positifs. Et cette technique, en tout cas, a très bien marché pour moi. Et je le fais même quand je prépare des réunions. Super. Quand j'ai des réunions importantes, j'ai mes petits messages positifs en me disant « T'inquiète pas, tu vas arriver à les convaincre, etc. » Et je me remets en boucle constamment tout ce que je dois dire. C'est très intéressant, une sorte d'auto-hypnose. Et ça rejoint un peu ce que faisaient justement les Hurons en Amérique, au Canada, etc. Ils avaient des capteurs de rêve, les Dreamcatchers. Les capteurs de rêve, c'était des sortes de petites figures en forme de toile d'araignée qu'on mettait face au soleil et c'était censé évaporer les cauchemars, les mauvais rêves. C'est-à-dire tu te réveilles,
tous les rêves ont été agglutinés dans cette toile d'araignée et les rayons du soleil du matin allaient faire fondre les cauchemars et les mauvaises pensées pour ne garder que le meilleur. Et quelque part, il y a un truc comme ça de filtrer sa vie. Bah écoute, c'était passionnant, Taïg. Je pense que ça a passionné tout le monde. Là, ils sont 60 là avec nous et vraiment merci pour vos remarques. Je crois que tu pourras peut-être répondre de temps en temps. Voilà, suivre un peu. Voilà. C'est clair. Taïg, c'est quelqu'un de lumineux. Ça peut être un très bel exemple pour les jeunes et les moins jeunes. Vraiment merci. J'adore ton humilité. C'est rare aujourd'hui d'avoir autant d'humilité et d'excellence dans le sport. Merci de m'inviter. C'est génial d'avoir fait cet échange. C'est toi qui a sauté là-dessus. Et puis vraiment, on a eu affaire, moi c'est ce qui me réjouit, à une philosophie, même si tu as même utilisé ce mot. C'est-à-dire c'est une vision du monde que tu as construit. Tu sais pas un truc qui tombe du ciel. Tu l'as forgé, tu l'as construite tout au long de ta vie. Et tu peux nous en faire part comme un système, une vision dont on peut hériter. Voilà. Donc il y a vraiment et qui est construite, c'est vraiment ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire que c'est construit sur une méthodologie très 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 précise avec une vision derrière. Donc en fait, mettez les peurs de côté. Si vous arrivez à reproduire cette méthodologie, peut-être ça peut marcher pour vous. En tout cas, pour moi, ça marche. Bon, alors tu as des demandes en mariage, mais ça, tu dois être habitué. Voilà. Mais merci Taïg. On se refait un live. C'était un régal. Merci les amis. Vous partagez. Ça sera sur YouTube. Donc vous partagez, vous faites circuler. C'est que du positif. Et puis ça fait vraiment du bien dans des temps où il faut se retrousser les manches et les rêves pour rêver plus grand et ensemble. À bientôt les amis. Ciao.